pense que je suis pas dans mon studio. Ah non! Je suis au bar, à Chaire, Guéguerre, à Gruyère. Pourquoi? Parce que je peux. Donc, c'est avec énormément de plaisir qu'aujourd'hui, j'aurai l'opportunité de vous parler d'un film que tout le monde a vu. Puis si vous ne l'avez pas vu, faites quoi de vos vies? Là? Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, la revue de 1979, Alien. Et ça commence. Maintenant... Le film commence par nous présenter un vaisseau épique, le Nostromo. Un vaisseau de transport de minerais avec un équipage de 7 personnes. On nous dit que le vaisseau est en direction de la Terre, mais c'est pas tout à fait juste. Et à peine le film est-il commencé qu'on nous imprègne d'une atmosphère. On est là dans des corridors sales de vaisseaux en plein milieu de l'espace qui apparemment est vide. Non, mais la chair de poule. Ça sera dur pour certains de comprendre, les plus jeunes d'entre vous, mais à une certaine époque, quand on faisait un film, on faisait des décors. C'était pas que des écrans verts. Il y avait des artisans qui faisaient des trucs qui ressemblaient à quelque chose. Les temps ont changé. Le vaisseau se réveille. Tranquillement mais sûrement, les ordinateurs s'allument. Les néons dans les corridors auparavant vides s'allument aussi. Au bout d'un corridor, une porte s'ouvre. À l'intérieur de la porte, une pièce. Dans la pièce, l'équipage se réveille. Notre équipage, maintenant réveillé, sorti de cryogénie, décide d'aller manger. Parce que quand tu reviens d'un long sommeil de cryogénie, manger, c'est important. Avant de débarquer, il faut qu'on parle de la répartition des primes. Cette situation-là va humaniser notre groupe. Ça peut paraître banal, mais c'est hyper important et ça va être copié dans 150 films plus tard dans le cinéma. La scène de cafétéria dans le Nostromo a effectivement été copiée une shit fois. Pourquoi? Parce que c'est super utile pour humaniser les personnages. On en apprend plus sur eux en quelques phrases parce que le mec est en train de dire quand est-ce qu'on va avoir notre compensation, on veut une plus grosse part. En fin de compte, on se rend compte, ce monde-là, c'est des camionneurs de l'espace. Vous aurez ce qui est écrit sur votre contrat, comme les autres. Ben oui, c'est des camionneurs de l'espace. Ils prennent du matériel, ils l'amènent d'un point A à un point B. Faites ça comme vous voulez. C'est des routiers. Et parler d'argent, c'est également important parce que ça aussi, ça humanise les personnages. On a beau être dans l'espace, on a beau être dans un film de science-fiction, mais il y a du monde, que voulez-vous, ils pensent encore au pognon. Ouais, mais justement, les autres, ils ont plus que nous. Dallas. Les membres de l'équipage se rendent ensuite à leur poste de travail. Mais attention, se serait-il fait réveiller trop tôt? On n'est même pas dans le système solaire. On est à côté de Zeta, de Réticuli. Nous n'avons pas encore franchi l'interespace. D'ailleurs, Dallas, le capitaine de ce merveilleux Nostromo, a des nouvelles pour notre équipage. Il y aurait des conditions spéciales. Au loin, un signal inconnu. Intercepter une émission d'origine inconnue. Elle nous a réveillés pour qu'on vérifie. Une émission. Les mecs ont clairement des questions intéressantes maintenant, du genre, si on en fait plus, est-ce qu'on est payé plus? Une logique inébranlable, encore une fois. Malheureusement pour eux, la situation sera mise au clair par H. Bilbo. Il va leur expliquer que dans le contrat, soit tu fais le boulot ou soit tu n'es pas payé. Il rajoute des tâches, ça change rien, faut que tu le fasses, sinon tu n'es pas payé. Donc même dans l'espace, le capitalisme finit toujours par l'emporter. La peine et la suppression des primes de fin de voyage. Comme ils n'ont pas le choix d'aller investiguer ce signal-là, eh bien, ils montent dans une navette, se dirigent vers la planète d'où provient le signal, et je vous mentirai pas, ce ne sera pas un atterrissage en douceur. Pas de farce, à peine arrivé, ça commence déjà à puer du cul. Vous remarquez en regardant Alien de 1979 que atterrissage manqué ou pas, qu'on soit dans la merde ou pas,
c'est pas une raison pour pas s'allumer une clope puis juste relaxer un peu. Parce que ce que vous savez pas, c'est que dans l'univers Alien, ils ont guéri le cancer. Et pendant que certains travaillent à réparer la navette, d'autres devront sortir sur la planète, question de trouver le signal. Ce signal-là, je veux pas le dire tout de suite, mais il commence à faire chier bien du monde. Donc, qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas, Dallas, Kane et Lambert vont sortir à la recherche du signal. Ils sont clairement pas sur cette planète-là pour faire des gâteaux. Ah, tu nous reçois? Et justement, à force de marcher comme des cons sur une planète qu'ils ne connaissent pas et qui est hyper hostile, ils vont tomber sur un vaisseau. Et vous savez ce qui tue les gens dans les films de science-fiction? Je l'ai toujours dit, moi. La curiosité. J'ai jamais vu une chose pareille. Parce que, admettons, là, que tu arrives devant un vaisseau sur une planète que tu connais pas, là. Est-ce que ton premier réflexe, c'est te dire, à 3, là, on va aller voir c'est quoi? Qu'est-ce qui peut m'arriver? On est 3, puis notre vaisseau est brisé, mais on est là pour trouver un signal. Trouvons un signal. Puis admettons, là, 4 mois, là, vous rentrez dans le vaisseau puis vous tombez là-dessus, là. Un gros squelette d'extraterrestre qui a de l'air d'être mort depuis 2000 ans. Votre premier réflexe, vous autres, c'est de vous approcher à la face de ça à 2 cm pour voir l'odeur ou... Comme si ça avait explosé de l'intérieur. Personnellement, moi, c'est à ce moment-là que j'aurais dit, on retourne sur la navette, on leur dit qu'on n'a rien trouvé et on s'en va à la maison. En plus, parallèlement à ça, Ripley commence à décoder le message, le signal. Hé, hé, hé. Je veux pas décourager personne, mais apparemment, c'est pas un signal de détresse, mais un avertissement. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça a l'air d'un avertissement. Et là, Ash, aussi connu sous le nom de Bilbo, lui dit à Ripley, « Inquiète-toi pas, ça va bien aller. De toute façon, même si tes appels ils sont rendus trop loin, ils ne pourront pas revenir. » Fait que laisse-les finir si on commencé. Là. Dérange pas le monde qui travaille. Inquiétez-vous pas, je vais revenir sur le cas de Ash plus tard dans le film. Enfin, je veux dire, le temps que tu puisses les rejoindre, ils sauront si c'était un avertissement ou non. Et là, les 3, malgré tout ce qu'ils ont vu depuis qu'ils sont arrivés sur le vaisseau, qui n'ont aucune idée c'est quoi, je vous le répète, là, eh bien, ils continuent de s'enfoncer dans ce vaisseau-là. Et oui, plus ils s'enfoncent, plus ça pue du cul. Il y a une couche de brume bleue qui recouvre les œufs et... Kane, comme s'il avait jamais sorti de chez eux de sa vie, décide de rentrer dans un trou. Puis là, dans le trou, il y a des œufs. Puis là, les œufs, ils sont en vie. Puis là, Kane se dit, savez-vous ce que je devrais faire? M'approcher à la face de ça. Et s'il y a une chose que le cinéma m'a appris à travers mes expériences, c'est que si tu joues au con avec des trucs que tu comprends pas puis que tu connais pas, il y a des grosses chances que ça finisse mal. Dallas et Lambert reviennent avec Kane, qui ont un machin sur la gueule puis qui est KO. Et là, ils sont devant les portes de la navette et disent « Ripley, laisse-nous rentrer, Kane est blessé. » Ripley lui dit « Est-ce que Kane est vraiment blessé ou c'est autre chose? » Dallas, il dit « C'est un truc biologique qu'il y a sur lui. » Ripley lui répond « Pas d'affaire à entrer dans la navette, on a des protocoles de sécurité. » Dallas lui dit « C'est moi ton boss. » Ripley lui dit « Je suis les protocoles. » Dallas lui répond « C'est moi ton boss. » Ripley lui dit « Raisonne un peu, tu vas mettre tout le monde dans la marde, on sait pas c'est quoi, on peut pas le laisser rentrer sur le ship. » Dallas lui dit « Fais ce que je te dis. » Ripley lui dit « Non, je peux pas. » Ash décide d'ouvrir la porte. J'ai ouvert le sas. Imaginez tout ce qu'on aurait pu éviter si Ripley aurait pas laissé rentrer Dallas, Kane et Lambert dans le vaisseau. Il n'y aurait jamais eu de Aliens versus Predator. Pensez-y. Et maintenant que Ash a ouvert le sas, eh bien, c'est à lui de commencer à jouer au con. Ah ben oui, c'est l'officier scientifique du Nostromo.
Et donc, quand tu lui amènes quelque chose qu'il ne connaît pas, qui est en train d'étrangler un gars qu'il connaît, lui, son premier réflexe, c'est de dire « Hein, c'est quoi? » Donc, il va sortir un scalpel pour s'amuser à piocher dans l'affaire. Un scalpel pour s'amuser à piocher sur la bestiole qui est en train de coincer la face d'un gars. Et devinez ce qui va sortir quand il va couper. Du sang à l'acide. Cette saloperie est en train de bouffer la coque. Je prends maintenant 2 secondes pour faire une parenthèse sur le concept des facehuggers, OK? Le concept des facehuggers a été pris et repris dans tous les films Aliens et dans tous les films Aliens versus Predator. Le truc, OK, et c'est un truc hyper important, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont changé ça dans d'autres films? Parce que ce qu'on nous montre dans le 1, c'est parfait. Ils n'ont pas besoin de voler. Ils n'ont pas besoin d'être d'une autre couleur. Pourquoi changer ça? Tu sais, dans les mystères de la vie, là, pourquoi ils ont changé les facehuggers dans les autres films? C'est dur à comprendre. Mais bon, du sang acide, ça aussi, c'est variable selon le film, je dirais, mais bon, avouez que c'est cool. Hein? Du sang acide sur une bestiole, ça donne quelque chose de plus. Ripley et Ash vont ensuite avoir une bonne vieille séance de qui pisse le plus loin. Entre Ripley qui essaye de démontrer le pragmatisme, la logique, la sécurité, et Ash qui démontre la curiosité, la stupidité et la fidélité à la compagnie. Je ne fais qu'obéir à un ordre direct, n'oublie pas. D'ailleurs, quelques instants plus tard, Dallas, Ripley et Ash se retrouvent à l'infirmerie. Et devinez quoi? Eh ben, la créature, elle n'est plus dans la phase de Kane. Mais non. Elle n'est plus là. Elle a disparu. On ne sait pas où. Ça prendra pas de temps qu'on va savoir elle est où parce qu'elle va tomber sur Ripley. Et là, Ripley, chanceuse dans sa malchance, la créature est quasiment morte. Donc, pas besoin de s'inquiéter. On continue avec la curiosité malsaine de Bilbo, qui va commencer à dissecter la créature comme si c'était une grenouille. Et son comportement allume des lumières, OK? Ça te donne des avertissements du genre de personne qui est. Parce qu'il écoute personne déjà, puis il prend énormément de risques, je trouve. Pour l'amour du ciel, nous nous trouvons pour la première fois devant un spécimen de ce genre. Si Dallas fait totalement confiance à Ash, Ripley, elle, est la voix de la raison, du pragmatisme et de la sécurité encore. C'est elle qui lui dit « Tu trouves pas que ça commence à aller un peu loin, là? On pourrait-tu faire un pas en arrière, se débarrasser de ces cochonneries-là, laisser ça sur la planète avant de s'en aller? » Ash, c'est une blague. Ce truc est bourré d'acide. Même mort, qui sait ce qu'il va faire? Donc, malgré les peurs et les craintes de Ripley, on retourne sur le Nostromo. La navette décolle et retourne sur le Nostromo. Sauf que là, ils ont le 8e passager. Ça, c'est le titre en français. 1 kilomètre en ascension. Engagé pesanteur artificiel. On apprend ensuite qu'ils sont à 10 mois de la Terre, mais c'est le moindre de leurs soucis parce que, subitement, Kane est de retour et il est en pleine forme. Hey, Kane, ça, c'est le gars qui avait eu le facehugger au début. Mais là, il est correct. Très bien, t'as d'autres questions aussi, idiote. Absolument aucune raison de s'inquiéter. Il y a quelques minutes, il y avait, oui, un truc attaché autour de son visage, mais maintenant, il va bien. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Pas de problème. Un rêve épouvantable où j'étouffais. Avant de partir en cryo pour 10 mois pour se rendre sur la Terre, notre petit groupe décide de faire un petit dernier repas. Ben oui, c'est important. On va casser la croûte, on va discuter, on va se préparer pour notre période de sommeil. C'est le genre de truc qui va super bien jusqu'au moment où il y a un truc qui veut sortir de Kane, quoi. Ça allait super bien, ça discutait, puis là, tout d'un coup, Kane tombe en convulsion, puis il y a un truc qui veut sortir du bide. Non, mais avouez qu'ils ont super bien fait de le laisser rentrer. Et vous voyez ça, là? Ça, là, c'est la gueule d'un mec qui
qui c'est qui est dans la merde. On va envoyer le corps de Kane dans le vide de l'espace et continuer nos vies. Et par continuer nos vies, je veux dire, ils doivent trouver un plan pour trouver le mini xénomorphe qui est sorti de Kane. Donc, ils sont 6 et c'est un gros vaisseau. Donc, ils vont partir à la recherche du petit machin truc. Ça va super bien. Il y a absolument, encore une fois, pas de raison de s'inquiéter. C'est gros comme ça. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Lambert et moi, Ripley, tu prends Parker et Brett. J'en profite pour saluer la qualité de la réalisation de Ridley Scott. Son utilisation des ondes, de la couleur, avec ses décors. Encore une fois, on est dans une situation où il crée un standard de tension. La musique en plus, etc. Tout est... J'aime pas ça dire ce mot-là parce qu'après ça... Mais bon, tout est plus ou moins parfait dans ce que c'est supposé d'être. Comme le récepteur réagit sur l'intensité de l'air. Il y a même un jump scare de chat. Et ça aussi, ce sera surutilisé dans combien de films? Les jump scares de chat. Retournez en arrière depuis 1979. Regardez, pensez à tous les films que vous avez vus depuis 1979. Et posez-vous la question, combien de fois est-ce qu'ils ont utilisé un chat pour essayer de me faire peur? Ben ça, c'est de la faute à Alien. Brett, lui, qui se balade, toujours à la recherche du chat, tombe sur une peau morte. OK? Il regarde la peau morte. Pour lui, ça veut rien dire. Pour nous, en tant que spectateurs, ça veut dire que la petite créature comme ça est en train de morpher. Donc, quelqu'un d'intelligent commencerait à s'inquiéter, mais quand on parle de Brett, on n'est pas vraiment dans l'intelligence. On est ici dans un gars qui est plutôt dans « je m'occupe de ce qui est devant moi ». Donc, lui, il continue de chercher son chat. Jones? Malheureusement pour lui, il va pas trouver de chat. Et ça, bien, c'est notre premier contact avec l'étranger, le xénomorphe. C'est la première fois qu'on voit à l'écran cette créature-là, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Je peux pas imaginer ce que c'était pour les gens en 1979 de voir ça. J'avais 1 an, j'ai donc pas vu ce film-là au cinéma. Par contre, j'ai vu ce film-là beaucoup trop jeune. Et je peux vous rappeler mes nuits assez sombres que j'ai vécues pendant une période après avoir vu ça. Donc, ils étaient 7 et maintenant, ils sont 5. Faudrait commencer à s'inquiéter, là, je pense. Et Ash va avoir une idée. Pour chasser la bête, il faudrait essayer le feu. On pourrait discuter longtemps de l'utilité du feu sur un vaisseau spatial et le danger que ça peut représenter, mais on n'est pas là pour ça. S'il y a du bruit dans Star Wars, il peut avoir du feu dans Alien. Moi, je peux vivre avec ça. Donc, on va leur trouver des lance-flammes. Et Ash, capitaine du groupe, va commencer à se balader comme un vrai rebelle, tout seul dans des conduits d'aération à la recherche d'une créature qui a des dents en métal, qui fait à peu près 8 pieds d'eau, puis qui vient tuer 2 personnes. Mais lui, tout seul, dans un conduit d'aération, avec son lance-flamme, dans un conduit d'aération. J'ai donc pas besoin de vous dire qu'ils étaient 7 et que maintenant ils sont 4. Là. Dallas! Un autre concept qu'on répétera dans tous les films qui suivront, ne jamais se séparer. Tu te sépares dans un survival horror, aussi bien dire que tu es le prochain à mourir. On en a déjà parlé de ça. Se séparer, c'est s'assurer d'être le prochain à mourir. Ça surpasse être noir. Donc, Ripley doit maintenant prendre le leadership. Ils sont 4. Elle a plus grand monde à l'idée, mais en théorie, c'est elle qui est la patronne du Nostromo. Donc, elle doit démontrer son autorité. Et elle a un plan. Guider la créature pour pouvoir l'expulser du vaisseau. Un plan qui semble, a priori, très simple. En théorie, c'est autre chose. Dire qu'on va faire quelque chose et faire quelque chose, comme expulser un xénomorphe d'un vaisseau, c'est pas facile. Puis, le monde a tendance à se chier dessus aussi. Tu veux qu'on finisse comme les autres?
Oh non, tu... Ripley prend même la décision d'aller interroger l'intelligence artificielle du vaisseau Mother. Maman. Et c'est là qu'elle va faire une découverte. L'Ordre 937. L'Ordre 937 s'adressait à Bilbo. Et Bilbo, il avait définitivement pas les mêmes priorités que le reste du groupe. Mais non, lui, sa priorité, c'était d'explorer la planète, trouver les formes de vie comme le xénomorphe, et on s'en fout si tous les autres meurent. Ça change les choses, là. Toute autre considération est secondaire et l'équipage peut être sacrifié. Donc, Ripley, comme réflexe, et peut-être aussi pour démontrer son leadership, j'étais pas là, je le sais pas, elle arrive et elle commence à dire à Ash, « Eh oh, pourquoi tu veux nous tuer? » Puis tout ça. Ash, c'est pas Ripley qui va commencer à lui dire quoi faire, c'est lui, l'officier scientifique du vaisseau. Donc, il va la coincer entre des murs, puis après ça, il va l'agresser. Hein? L'agresser. Et là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche parce qu'il commence à suer blanc, puis il est fort. Très fort. Par chance, Parker et Lambert se pointent pour sauver Ripley. Et c'est là qu'on va apprendre que Ash, Bilbo, c'est un androïde, une intelligence artificielle, un robot. Moi, je l'ai toujours dit, on va se faire fourrer par ce monde-là un jour ou l'autre. La science-fiction nous le prouve depuis des décennies. Ripley décide d'essayer de ressusciter Ash en lui branchant 2-3 fils ici à gauche et à droite parce qu'elle a des questions à lui poser sur l'étranger. OK? Le 8e passager, le xénomorphe. Et sans dire que Ash est arrogant, désagréable, que c'est un enfant de chienne, il est un peu tout ça à travers ce qu'il dit. OK? Et c'est là que tu te vois qu'encore une fois, c'est pas un humain. Il s'en fout que vous creviez tous. C'est une machine. On pourra pas dire qu'on nous a pas avertis. Et sa perfection structurale n'a d'égal que son hostilité. Donc, Ripley a enfin une idée de génie. Détruire le vaisseau puis se sauver sur la navette parce que, apparemment, on s'en sortira pas en vie. Elle envoie Lambert puis Parker chercher du frion. Pendant ce temps-là, elle va mettre l'autodestruction en marche. Chacun ses responsabilités. Sauf que Ripley, parfois, elle a l'attention d'une TikTokeuse de 12 ans. Elle va entendre un chat miauler, puis tout d'un coup, « Ah, un chat! » Moi, je sais pas. Et j'aime les chats autant que le prochain. Mais de là à dire que je risquerais ma vie pour sauver un chat, je vais me garder une gêne. Mais Ripley, xénomorphe ou pas, autodestruction ou pas, elle veut sauver son chat. Jones. Parlant de gens qui ont des problèmes beaucoup plus urgents qu'un chat, c'est Parker puis Lambert. Eux autres, ça va pas bien. Eh oui, Ripley est maintenant toute seule avec son chat. Elle va devoir maintenant tout faire tout seul, OK? Et sur le chemin de la navette, elle va tomber sur un genre de nid de xénomorphe. Il va avoir des œufs, puis il va avoir du monde comme... Elle va voir Dallas, par exemple, qui est comme glué à un mur. Ça aussi, c'était la première fois qu'on voyait ça. On l'a revu depuis dans plusieurs autres films de la saga, mais ça devait être un choc à l'époque. Mais je félicite les gens qui ont travaillé là-dessus. Déjà, c'est un concept génial. Le fait qu'ils ne font pas juste le tuer, mais qu'en plus, ils le prennent prisonnier pour pouvoir mettre un œuf dedans avec un facehugger. Comme ça crée plus de xénomorphes. Et c'est comme ça que c'est dégueu. Voyez-vous à quel point, quand tu fais quelque chose, là, puis tu le fais comme il faut, le monde s'en souvienne. Par contre, Ripley, regarde ça, là. Elle voit Dallas, qui est plus vraiment Dallas, là. Il y a de la glu partout. C'est plus l'homme qu'elle a connu. Donc, elle décide de sortir son lance-flamme et de tout faire cramer.
Encore une fois, on est dans un vaisseau spatial, puis on pourrait discuter longtemps de ce que le feu pourrait faire dans un vaisseau spatial, mais peu importe, il faut éliminer cette menace-là. Donc, Ripley fait ce qu'elle a à faire. Elle fait cramer ses amis. Avec moins de 5 minutes pour se rendre au vaisseau, Ripley, son chat et son lance-flamme, c'est une épopée de courage. Et heureusement pour elle, avec moins de 30 secondes au compteur, elle réussit à décoller en ayant sauvé son chat, Jonesy. Quel beau moment de cinéma. Encore aujourd'hui, j'y pense. J'ai larmes aux yeux. 30 secondes. D'ailleurs, pour Ripley, le cœur lourd, l'œil humide, la gorge serrée, elle regarde dans son rétroviseur le Nostromo exploser. Et c'est là qu'elle pense à son parcours, réfléchit à quelque chose de poétique à dire. Je t'ai eu, fils de pute. Avec le sentiment du devoir accompli, elle réussit à mettre Jonesy en cryogénie et commence à se déshabiller. Parce qu'à l'époque, il fallait penser au peuple adolescent qui regardait ce film-là. Et Sigourney Weaver, en 1979, c'était Sigourney Weaver en 1979. Pour ceux qui aiment les permanentes, moi je dis top 5 de vos vies. Hein. Sauf que la créature est toujours là, saloperie de créature. Ah ben oui, là, Ripley voit la créature au loin comme ça, OK? Puis là, elle, ce qu'elle doit faire, là, elle se recule, puis elle se cache, OK? Elle voit la créature, la créature est comme en des tuyaux, là. Il y a des tuyaux, puis là, la créature est dans un tuyau. Elle a l'air de dormir. Puis là, Ripley se recule. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Elle se rend compte qu'il y a des costumes spatiaux dans lesquels que tu utilises pour survivre dans l'espace. Ça va lui donner une idée. Si elle réussit à mettre le costume puis à enlever tout l'oxygène qu'il y a dans la navette, eh bien, elle va pouvoir expulser la créature. Mais on voit, regardez, juste prenez 2 secondes pour regarder la tension qu'on vit là, quand on regarde quelqu'un mettre un costume d'astronaute. Et là, face à face à la créature, elle va commencer à enclencher le processus de désoxygénation. Puis là, ça fait 4 fois que j'essaie de le dire, ce mot-là. Puis ça va être la version que vous allez avoir. La créature sort du vaisseau, OK? Et là, on la voit dériver, essayer de s'accrocher à un moteur. Ripley met les gaz. La créature, elle en a plein la gueule. Là. Et ça, ben, c'est la fin de Alien. Ici Ripley, dernier survivant du Nostromo. Il y a des films qui établissent des standards et Alien de 1979 est clairement un des films qui a établi un standard. Ça a établi même plusieurs standards. Le premier standard que ça a établi, ça a été comment filmer un survival horror. Ça veut dire comment faire sa job comme il faut si on veut faire un survival horror. Vous avez qu'à penser au concept super simple de mettre 7 personnes, une qui survit. Regardez tous les films que vous voulez, là, de Jason, à Halloween, à ci, à ça. Regardez des groupes d'amis qui partent dans une maison au bord de la forêt. Bizarrement, ils vont être 7. Il y en a un qui survit, 6 qui meurent. Parce que sur un film d'1h30, 1h45, tuer 6 personnes, ça marche. Ça, c'est Alien qui a montré ça. Ensuite, quand il est temps de parler de design, de créature, je suis pas au bord H.R. Giger pour rien. Le mec a créé le standard de ce qu'une créature qui fait peur doit être. Il a modernisé ce qui se faisait dans les années 50, 60 pour créer quelque chose qui est sorti de je sais pas où, mais qui ressemblait à rien et qui te foutait une chasse de Dieu. En plus, il est suisse. Et la Suisse, c'est bien. Si vous aviez la chance d'être où je suis présentement, là, vous comprendriez un peu plus
ce que le mec avait dans l'esprit, etc. Et regarde, c'est particulier, c'est unique. Il y a un musée juste à côté, également particulier et unique. Mais peu importe, le standard est établi par lui. La preuve, c'est qu'on a utilisé ces créatures dans Predator, même maintenant, et dans Alien. Et on est en 2025 et il y a la série Alien Earth qui est sortie. Et même si je suis pas fan d'Alien Earth, il y a un xénomorphe dedans. Hein? Romulus, il y avait quoi dedans? C'est pas sorti de nulle part, ça, c'est sorti de l'esprit de Giger. Donc, rendons à César ce qui est à César. Sa créature demeure top 5 peut-être des meilleures créatures qui ont jamais été faites au cinéma. Non, mais même top 3, je dirais. Et ça arrive à la réalisation de Ridley Scott aussi, qui, avec ce film-là, a créé un standard. Il a créé le standard du survival horror. Comment filmer une fille qui court dans un corridor. Comment filmer la tension sur un gros plan avec quelque chose qui arrive en arrière. Ça, c'est 1 an avant John Carpenter, par exemple, qui va faire la même chose avec Halloween, sauf qu'au lieu que ce soit un xénomorphe, ça va être un gars avec un masque d'en face. Pensez-y, il y a tellement de choses qu'on revoit dans les films, sans compter les copies conformes, les séries B des années 80 qui copiaient Alien carrément, qui mettaient juste une autre créature. Roger Corman a fait fortune en copiant Alien, par exemple. Une chier de série B, une chier de nanars qui ont essayé de copier Alien, mais qui font mon bonheur à regarder comment réussir à faire quelque chose puis vouloir faire quelque chose, c'est 2 concepts complètement différents. Alien, c'est le film, OK, que j'ai vu beaucoup trop jeune dans ma vie. OK? Alien et Robocop, je dirais que c'est 2 films que j'aurais dû attendre au moins 5 ans de plus. J'aurais dû les voir à 13-14 ans au lieu de les voir genre à 9-10 ans. Mais bon, je m'en suis sorti. Vous me connaissez, je suis quelqu'un d'extrêmement sain. Le film Alien, tu dois le voir au moins une fois dans ta vie. Et si tu l'as pas vu, tu vas te rendre compte que tu l'as déjà vu, ce film-là. Pour la simple et unique raison qu'il a tellement été copié par du monde, sans gêne, que tout ce qui se passe dans Alien, tu l'as revu ailleurs, dans les années 80, 90, 2000, 2010 et 2020. Encore aujourd'hui, la première scène de Alien Earth est une copie conforme de Alien. Ils n'ont même pas essayé de faire ça différent. Pour vous dire à quel point c'était bon, puis à quel point Alien Earth aurait pu se forcer un peu plus. Pour finir, j'aimerais remercier la Fondation Giger et le bar à Cher Giger de m'avoir permis d'enregistrer cet épisode-là ici. J'espère que vous allez apprécier. Et si vous passez par la Suisse, si vous passez par le canton de Fribourg, arrêtez à Gruyère, venez voir le musée, venez prendre une bière au bar. C'est unique. Il n'y a pas d'autre endroit qui ressemble à ça que vous trouverez ailleurs. Comme le film, ça peut être copié, mais ça ne sera jamais égalé. En attendant, on se revoit bien sûr la prochaine fois. C'est tellement con quand je fais ça devant du monde, en tout cas. Il y a un montage, il y a de la musique, ça sonne différent.